Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va parler notamment des espèces animales en voie de disparition. Le dernier rapport de l'ONG WWF est particulièrement alarmant. On fera le point sur la situation dans le secteur avec le conseiller scientifique du Parc naturel régional des Vosges du Nord, Yves Muller. Bonjour. Bonjour Julia. Vous allez tout nous dire, ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. La disparition des espèces animales, c'est aussi le thème de la question du jour. Marie-Morgane sera la porte-parole de nos internautes. Coucou. Salut. Et ce n'est pas encore une espèce en voie de disparition. Les gilets jaunes continuent leur mobilisation, même si elle n'a pas du tout la même ampleur que samedi. Aujourd'hui, ils sont en zone commerciale de Grosse-Biederstroff. Uranie est sur place pour nous en dire plus. Bonjour Uranie. Salut Julia. Quelles sont les actions qui sont menées aujourd'hui par les gilets jaunes ? Alors depuis ce matin, ils sont près d'une trentaine à s'être mobilisés donc au niveau du rond-point à Grosse-Biederstroff vers le parking du Record. Alors c'est pas un barrage bloquant à proprement parler, c'est plutôt filtrant, on va dire ça comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils laissent passer les automobilistes qui veulent venir faire leurs courses et aussi bien sûr ceux qui travaillent au Record. La seule chose, c'est que voilà, ils les arrêtent quelques secondes pour parler de l'opération en elle-même, pour les inciter à aller faire leurs courses dans des enseignes plus petites au centre-ville par exemple. Alors après, si l'automobiliste veut quand même aller faire ses courses au Record, il devra patienter quelques minutes. C'est pour marquer les esprits. Alors l'ambiance est bonne enfant. Il y a pas mal d'automobilistes depuis ce matin qui klaxonnent pour les soutenir, d'autres qui sont venus apporter de quoi se nourrir. Alors j'ai pu m'entretenir avec l'un des porte-paroles de cette nouvelle journée de mobilisation. Et puis on est aussi allé voir quelques commerçants parce qu'on a souhaité s'intéresser à l'impact économique. D'accord, et donc on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup Uranie, merci aussi à Laurie au cadrage. On revient donc vers vous dans quelques instants. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. 1200 gilets jaunes, 11 barrages filtrants, 2 opérations escargots dans l'arrondissement. Le sous-préfet fait le bilan de la mobilisation du 17 novembre. Et le mouvement continue. Hier, une centaine de gilets jaunes étaient postés au rond-point d'Ambar pour mettre en place des barrages filtrants avant de bloquer les accès au Cora de Sarreguemines. Aujourd'hui, des gilets jaunes se retrouvent sur la zone commerciale de Grosse-Biederstroff. Nicolas Pfeiffer a remporté le Master de tennis en fauteuil avec son coéquipier Stéphane Houdet. Malgré la perte du premier set 1-6, les Français ont remporté les 2 manches suivantes 6-4, 7-6 face à l'équipe belge. Après leur victoire à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, c'est un nouveau trophée qui s'ajoute au duo Pfeiffer-Houdet pour la saison 2018. Un nouveau lotissement est en cours à Ypelin. 18 parcelles sont disponibles sur un terrain de 142 arts. Actuellement, une trentaine de personnes est intéressée pour acquérir une parcelle. Bien situé et à proximité d'entreprises, ce lotissement devrait attirer des jeunes dans la commune. Un projet lourd en investissement. Entre l'achat des terrains et les travaux, il faut compter 1 100 000 €. Terrain à vendre également à Volminster. Le lotissement de la rue du Rébergue s'agrandit. 20 parcelles sont mises en vente depuis cette semaine. L'acquisition des terrains ainsi que les travaux d'aménagement pour accueillir les futurs habitants ont coûté 800 000 €. Un investissement qui pourrait permettre à la commune de maintenir sa population. En effet, celle-ci décroît depuis plusieurs années. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, on aura un temps globalement froid et nuageux. En matinée, on pourra profiter de quelques belles éclaircies. Mais dans l'après-midi, le soleil se fera discret pour laisser sa place aux nuages qui seront plus nombreux. Concernant les températures, elles seront comprises entre -1 et 3 degrés le matin et de 3 à 5 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 21 novembre et nous fêterons les Amalberges. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 16h43. L'image du jour nous est envoyée par Alexandre Kratz, une photo prise ce matin entre 9h
Neufgrange et Ambars. Un grand merci à vous et n'hésitez pas à vous aussi nous envoyer vos photos ou vos vidéos par mail à contact@mosaic-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Les gilets jaunes bravent le froid, ils sont à nouveau mobilisés. Aujourd'hui, ils sont devant le magasin Record, en zone commerciale de Groß-Biederstroff. Quel est leur mot d'ordre? Uranie Tozic a posé la question il y a quelques minutes au porte-parole du mouvement dans le secteur. Alors, donc c'est une nouvelle journée de mobilisation. Quand les automobilistes arrivent là devant le parking du Record, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, on leur explique qu'on incite toute personne arrivant sur les grandes surfaces à plutôt aller faire leurs achats en centre-ville, chez les petits commerçants, chez les artisans, et d'essayer de régler leurs achats en liquide, de ne pas utiliser de moyens de paiement. Et alors, on voit il y a quand même des voitures sur le parking. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés? Alors tout simplement, on ne fait pas de barrage, on n'empêche pas les gens de vouloir se rendre faire leurs courses. C'est la liberté de chacun de circuler. On leur explique simplement que s'ils vont faire leurs courses dans la grande surface, ils vont avoir de l'attente en sortant. Est-ce que vous avez pu voir le directeur du magasin? Est-ce qu'il y a quelque chose il y a une discussion qui a eu? Alors on a eu une discussion, pas avec le directeur, mais avec son adjoint qui est venu nous trouver. Donc on a eu un échange cordial. D'ailleurs, par solidarité au mouvement, ils ont décidé d'eux-mêmes de fermer la station. Qu'en disent les commerçants du centre-ville de Sarreguemines? Quel est l'impact de l'action des Gilets jaunes sur leur commerce? Laurie Couteau leur a posé la question. Ce samedi, on a dû faire 25% à peu près de chiffre d'affaires en moins sur la journée de samedi. Après, nous le samedi, c'est vrai qu'on n'a pas de livraison, on n'a pas eu de livraison le lundi. On a quand même un membre de notre équipe qui n'a pas pu venir ni samedi ni lundi, qui habite un peu plus loin. Voilà, donc c'est quand même encore un impact plutôt mesuré. C'est une bonne idée. Mais c'est pas en bloquant comme ça que les gens vont venir dans les petites enseignes. Parce que même si c'est des barrages filtrants, les gens vont hésiter à sortir. Le matin avant 10h, il y avait quand même pas mal de monde parce que beaucoup de personnes anticipaient et venaient plus tôt. Du coup, ils venaient prendre leur café. Après 10h, la ville est devenue plus calme. L'après-midi, c'était une ville fantôme, comme on dit. Alors justement, c'était un peu le but recherché. Quelque part, ils voulaient protéger le commerce de proximité. Et je pense que là, à ce niveau-là, c'était un peu, l'objectif n'a pas été atteint parce que le commerce de proximité a été cloisonné et fermé. Comme je vous disais, le fond, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me suis fait arrêter à un barrage filtrant en arrivant travailler, en ouvrant mon magasin. Le monsieur m'a dit, mais fermer, c'est la seule solution. J'ai dit, je veux bien fermer, mais je peux pas. Les charges d'une journée, d'un samedi, le chiffre d'affaires perdu pour une seule journée est déjà trop conséquent pour pouvoir fermer. Samedi, nous avons clairement été impactés, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu de trafic, voire pas du tout, et le centre-ville était déserté. La mobilisation des Gilets jaunes continue. C'est l'occasion d'effectuer un premier bilan avec le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Combien de manifestants, combien de barrages filtrants depuis samedi? Que s'est-il dit lors de sa rencontre avec les Gilets jaunes à la médiathèque de Sarreguemines? Le sous-préfet nous répond. Quel état des lieux on peut faire de cette mobilisation ce week-end? Vous parlez des Gilets jaunes, bien évidemment. Il y a eu effectivement une forte mobilisation, puisque sur l'ensemble de l'arrondissement, on peut estimer samedi environ 1200 manifestants, 200 et peut-être un peu plus à Sarreguemines, et sur différents points de l'arrondissement, que ce soit à la Hermeskapelle, à Rohrbach-les-Beach, à Beach, des groupes de manifestants entre 100 et 150. Et donc, au total, il y a eu 11 barrages filtrants en zone rurale de gendarmerie, 2 opérations escargots sur la voie publique, et puis cette manifestation des ronds-points tenus par des Gilets jaunes à Sarreguemines, et samedi après-midi cette manifestation pédestre d'environ 200 personnes que j'ai retrouvée dans le hall d'accueil de la médiathèque. Justement, vous avez pu les rencontrer, ils sont venus à votre rencontre. Qu'est-ce qui s'est dit en fait finalement ? Alors, il s'est dit beaucoup de choses, j'ai moi-même pas pu beaucoup entendre.
D'abord la réclamation de la démission du président de la République, mais ce n'est pas de mon ressort. Et ensuite, c'était un petit peu brouillon, mais c'était sur différentes taxes, différentes coûts de la vie quotidienne dont les gens se plaignent. Manifestement, c'était des gens de classe populaire qui étaient devant moi. Mais c'était un petit peu confus comme discours, comme revendication. Mais c'est ce que j'ai compris. On ne s'en sort pas à la fin du mois. Notre salaire ne suffit pas à payer tout ce que nous devons payer pour les actes de la vie quotidienne. Et alors, il semble que le mouvement continue. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains jours ? Alors il y a effectivement une continuité du mouvement. Aujourd'hui même, le rond-point de Hambach et l'entrée d'autoroute ont été bloqués par des manifestants qui sont montés jusqu'au nombre de 90. Avec un barrage filtrant, mais lorsque c'est trop filtrant, cela devient bloquant. Et l'instruction du préfet, c'est qu'il n'y a pas de barrage bloquant. Car on peut le sentir, c'est la vie économique qui commence à se gripper et ce n'est pas le moment de désorganiser la vie économique de nos entreprises. Et des grandes surfaces ont fermé leurs portes par mesure de sécurité. Cora Sarreguemines et le Super U de Roth ont fermé prématurément samedi. L'Intermarché de Sarreguemines n'a carrément pas ouvert de la journée. Des pertes sèches qui ne sont pas encore chiffrées. Bien loin des préoccupations des Gilets jaunes et de leur impact sur la vie économique, la commune d'Ypelin veut du sang neuf. Et pour y arriver, la création d'un nouveau lotissement est en cours. Un projet qui est dans les têtes depuis 8 ans, qui a pris du retard, mais qui voit enfin le jour. Plus de détails dans ce reportage d'Uranie Tozic. Premier coup de pelle pour le nouveau lotissement à Ypelin. Si aujourd'hui les travaux peuvent démarrer pour la création de lots constructibles, les débuts n'ont pas été de tout repos. C'est des personnes qui ne souhaitaient pas vendre le terrain, d'autres qui voulaient peut-être en avoir un peu trop et tous ces problèmes-là qu'il faut surmonter. Le permis d'aménager a été délivré il y a plus d'1 an, mais la commune a dû faire face à un recours, rallongeant à nouveau le départ du projet. Aujourd'hui, ce sont 18 parcelles disponibles sur un terrain de 142 arts. Une offre réduite face à une demande très forte. Actuellement, une trentaine de personnes sont intéressées et pour cause, le terrain est bien situé. Il a été choisi spécialement lorsque nous avons modifié le PLU en 2008-2010. Ce site-là a été choisi uniquement parce qu'il y a la proximité de la route départementale, donc l'accès assez facile et puis un peu plus au centre du cœur du village. Autre point positif, sa proximité avec les pôles d'emploi. Cette démarche devrait amener des jeunes dans la commune, l'offre immobilière actuelle n'étant pas alléchante pour eux. En effet, la plupart des maisons proposées sur le marché ont été habitées par des personnes âgées seules. Ces maisons-là, les gens, aujourd'hui, les jeunes n'en veulent pas ou ne souhaitent pas en avoir parce que ça revient trop cher. Ils sont énergivores, d'une part, et puis il faut faire beaucoup de travaux et les jeunes préfèrent bien sûr avoir quelque chose de neuf. Il s'agit d'un projet assez lourd en termes d'investissement. Entre l'achat des terrains et les travaux, il faut compter 1 100 000 €. Une fois les procédures terminées, le maire espère voir naître une dizaine de parcelles supplémentaires, puisque le projet initial doit s'étendre sur plus de 5 hectares. Si tout se passe comme prévu, les acheteurs devraient pouvoir construire dès printemps 2019. Chaque mardi, Mosaïque Cristal donne la parole aux citoyens. Cette semaine, on leur a demandé de parler de leur engagement au profit d'œuvres caritatives ou humanitaires. Voici leur réponse. Est-ce qu'il vous arrive, vous, personnellement, de vous investir, alors que ce soit personnellement ou financièrement par des dons, dans des actions caritatives? Oui, je trouve que c'est important de soutenir les autres et de donner ne serait-ce qu'un minimum n'a jamais tué personne et permet de faire plaisir à quelqu'un. Je fais partie de la sauce de comment ça s'appelle, Greenpeace. Donc tous les mois, je participe un peu, je leur file un peu de pognon, quoi, pour participer un peu à toutes les actions qu'ils font. Alors je vous le dis directement, j'avais ma petite fille malade à l'hôpital de Nancy et je donne tous les mois. Est-ce que vous, ça vous arrive de vous engager, alors que ça soit personnellement ou financièrement par des dons, dans des actions caritatives? Non, pas du tout. Non, ça, pas du tout. Et pourquoi? Ça vient d'où?
Parce que faut déjà qu'on arrive à se sortir nous-mêmes, donc après on n'a peut-être pas les moyens de donner spécialement aux œuvres, et puis après est-ce que ça va vraiment aux œuvres, c'est ça. Je pars du principe que les gens ont déjà du mal à vivre et on leur demande encore de donner à d'autres, ce qui est bien, mais à un moment donné on ne peut plus. Parce que premièrement on ne sait pas où va l'argent, deuxièmement il y a eu tant de scandales que moi je pars du principe que on devrait dire d'office au niveau du gouvernement, voilà, telle entreprise vous donnez tant, tel directeur de supermarché vous donnez tant. Et je pense que là, ça serait beaucoup plus honnête et agréable pour les gens. Et est-ce que vous donnez à des organisations particulières ? Plutôt des organisations qui ont des grandes répercussions, donc qui sont bien connues, quoi. Plutôt que des petites œuvres locales. Enfin, locales, après, quand on connaît les personnes, on sait où va l'argent. C'est vrai que c'est plus... ça incite plus à donner. Les Restos du Cœur, toujours. Après, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas toutes les citer maintenant. Je ne les ai pas toutes en tête. Quand j'ai tout vu là-bas, les malades, surtout les enfants, depuis, ça fait maintenant, elle a 18 ans, elle avait 12 ans. Alors, tous les mois, ou tous les 2 mois maintenant, ils vont... Alors j'ai toujours où ce qu'ils ont été hébergés, mon fils et ma belle-fille. Alors eux, ils les mettent à côté pour acheter ça, les cahiers et tout ça. Voilà. Ça fait maintenant, oui, elle a 6 ans que je le fais, depuis que j'ai vu la misère des enfants. Hein. Alors ça se passe comment? C'est vous qui vous dites à certains moments de l'année, tiens, il faudrait que je donne, ou ceux qui viennent vers vous? Comment ça se passe un peu? En fait, ils sont venus vers moi et puis je paie tous les mois, je leur verse une somme. Assez régulièrement, on tombe sur une association dans une sortie de magasin ou ce genre de choses. Donc on en profite toujours pour mettre la main à la pâte, comme on dit. C'est suivant, on va dire, le porte-monnaie aussi, hein, et suivant les besoins, parce que c'est sûr qu'il y a des saisons où il y a plus de besoins que d'autres, et en fonction de ça, on donne. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de faire ces dons? Mais parce que quand on est entre guillemets, on manque de rien, c'est toujours bon de faire profiter les autres. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission avec la question du jour et l'interview de notre invité à propos des espèces animales en danger. Et puis on terminera cette émission on tour au Conservatoire municipal de Sarreguemines. A tout de suite. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 23 au dimanche 25 novembre de midi à 18h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté. Mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur.
Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal. Les espèces en voie de disparition, on en parle dans un instant avec notre invité. C'est un sujet qui a aussi inspiré notre question du jour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Certaines espèces animalières sont en voie de disparition dans le monde entier et aussi sur notre territoire. Est-ce que ce phénomène vous inquiète? Est-ce que vous savez quelles espèces sont en danger? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes sont inquiets? Alors malheureusement, cette question n'a pas mobilisé beaucoup nos internautes. Alors, est-ce qu'ils ne se sentent peut-être pas concernés par les espèces en voie de disparition? On ne sait pas, mais on a tout de même reçu une réponse de René qui nous a écrit: évidemment que cela m'inquiète, le braconnage, le changement de climat, la chasse ou pêche à outrance, la destruction de leurs habitats, les pesticides et autres produits nocifs sont les raisons principales de leur disparition. J'en connais quelques-uns qui sont évoqués au niveau mondial, mais au niveau local, j'avoue ne pas être vraiment au courant. Il est important de garder, voire créer des zones ou réserves où les animaux sont protégés. Alors je me tourne vers vous, Yves Muller. Est-ce que ça vous étonne finalement qu'il n'y ait pas eu beaucoup de réponses à cette question ? Oui, bon, je crois que c'est assez surprenant, mais vu l'actualité du week-end avec les gilets jaunes, je pense que les gens ont davantage de soucis ce week-end. Mais globalement, l'inquiétude, elle est manifeste chez beaucoup de personnes sur la disparition d'espèces animales ou d'espèces végétales, aussi bien au niveau local, au niveau national qu'au niveau international. Donc vous avez cité le WWF qui a lancé un signal d'alarme il y a peu de temps. C'est vrai au niveau national, au niveau français, et au niveau régional. On va peut-être en parler. Oui, mais justement, dites-nous, dans le secteur, quelles sont, on va s'intéresser surtout aux espèces animales aujourd'hui, quelles sont les espèces animales qui sont en voie de disparition ou qui ont carrément disparu ces derniers temps dans le secteur ? Donc sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord, on a peu d'espèces qui ont vraiment disparu. Au niveau oiseaux, il y a deux espèces qu'on cite habituellement, c'est le grand tétras ou grand coq de bruyère et la gélinote des bois. Mais c'est des espèces qui sont vraiment menacées globalement au niveau du massif vosgien, les deux espèces sont en régression. On a plus des espèces qui sont apparues ces dernières années ou décennies. Vous avez montré une image de la cigogne noire. Donc depuis quelque temps, on a trouvé sa nidification dans les forêts des Vosges du Nord. Oui, voilà, elle est à l'écran. Et on en est très content. C'est une espèce qui avait disparu et qui a recolonisé progressivement sur le plan national et maintenant régional. On a aussi deux petites chouettes de montagne, la chouette de Tegmalm et la chevêchette, qui n'étaient pas connues il y a 20 ans ou même il y a 10 ans pour la chevêchette et qui nichent depuis peu dans les cuvettes froides du pays de Bitche. On les appelle chouettes de montagne parce qu'elles sont présentes en montagne, dans le Jura ou dans les Alpes, et ici, dans le pays de Bitche, on les trouve également. Alors, est-ce qu'elles sont en danger? Parce que du coup, elles sont revenues, celles-là. Est-ce qu'elles sont en nombre suffisant? Donc pour le moment, ce sont des petites populations. Elles sont parfois fluctuantes, comme souvent certaines espèces qui sont en marge de leur site de nidification. Donc ce qui est toujours essentiel, c'est de préserver les milieux naturels. Lorsqu'on voit que certaines espèces disparaissent, c'était autrefois suite à l'homme qui tuait ces espèces, mais maintenant c'est surtout la destruction des milieux naturels qui est la principale cause, comme l'a signalé la personne qui a répondu à votre enquête. Dans la question du jour, oui. Oui. Alors justement, au niveau du parc naturel régional des Vosges du Nord, qu'est-ce que vous menez comme action du coup pour sauvegarder les espèces animales? Ça passe par les espèces végétales, c'est ça? Voilà, donc là, je vous ai dit, la première des choses, c'est préserver les milieux naturels. Les espèces globalement sont protégées. On a peu d'espèces qui disparaissent dans notre région, parc naturel régional des Vosges du Nord, du fait d'une chasse trop intense. Mais la préservation des milieux est la chose la plus importante. Alors concrètement, on fait quoi? On plante des arbres par exemple, parce que vous avez mené une action qui va se poursuivre d'ailleurs dans différentes communes pour planter des arbres. Bon, effectivement, il y a eu souvent des destructions, destruction de haies ou
destruction d'arbres fruitiers. Vous avez dans votre reportage montré une extension d'un lotissement, mais souvent ça passe par des destructions de milieux en bordure de village. Et donc on essaie d'y remédier en plantant des arbres justement pour accueillir des espèces animales dans quelques décennies. Alors on le sait au niveau du parc naturel régional des Vosges du Nord, parce que là on vient de parler surtout des espèces animales, vous y êtes bien sûr très attachés, mais justement, vous le dites, il y a aussi tout cet aspect au niveau de la végétation, de la préservation des milieux. Est-ce qu'il y a des risques dans le secteur? Est-ce qu'il faut vraiment se mobiliser? Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir davantage de réserves naturelles. Le territoire du parc a une étendue de 0,8% de son territoire en réserve naturelle ou en site protégé. Donc, le Grenelle de l'environnement prévoyait 2%. Donc, vous voyez qu'on en est loin. Et on attend des avancées à ce niveau-là. D'accord. Et puis alors on va en profiter pour le montrer parce que vous avez notamment un livre qui concerne du coup la biodiversité que vous avez écrit il y a quelques années avec aussi des partenaires qui y ont contribué et qu'on peut acheter notamment au parc naturel régional des Vosges du Nord. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. Marie-Morgane, le mardi, sont les enfants qui prennent les rênes, qui prennent l'antenne en tout cas sur Mosaïque Cristal. Oui, aujourd'hui dans notre rubrique C'est mon kiff, on rencontre Florine, elle a 15 ans et elle nous présente son sport, le rugby, qu'elle pratique à Saint-Avold. Regardez. Bonjour, je m'appelle Florine, je fais du rugby depuis l'année dernière ici au club de Saint-Avold. Ce que j'aime dans le rugby, c'est l'esprit d'équipe. On est toujours liés dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans les entraînements, dans les tournois. Quand on gagne ou quand on perd, on est toujours une équipe, on se soutient jusqu'au bout. En plus, j'aime bien le rugby parce que ça brise le stéréotype que les filles peuvent pas faire des sports de combat. Justement, on peut vraiment le rugby féminin se développe de plus en plus ces dernières années et c'est bien de voir que de plus en plus de filles s'inscrivent dans le rugby. Le rugby, c'est un sport vraiment diversifié. Il y a de tout, il y a du contact, de la course, de la rapidité, du cardio. Du coup, n'importe quel sport on faisait avant ou même si on pratiquait pas de sport, ça peut s'acquérir assez facilement et avec de l'entraînement. Et si tu es âgé de 6 à 20 ans et que comme Florine tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff, c'est super simple, tu as juste besoin d'un smartphone pour te filmer en train de nous expliquer le lieu ou l'activité que tu aimes. Ensuite tu filmes quelques images du sujet en question et tu peux nous envoyer toutes les vidéos via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou par mail. Merci Marie-Morgane pour toutes ces précisions et on attend donc les contributions de nos jeunes téléspectateurs. On termine cette émission en immersion au Conservatoire municipal de Sarreguemines. C'est notre nouveau numéro du magazine On Tour. On vous laisse donc en compagnie de Flora. Très bonne journée à tous, à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau On Tour. Aujourd'hui, on vous propose un numéro plutôt artistique au Conservatoire de Sarreguemines. Musique, chant, danse et art dramatique, nous partirons à la découverte de toutes les disciplines proposées ici depuis plus de 60 ans. Mais avant ça, une petite présentation s'impose. Regardez. L'enseignement de la musique, c'est une longue histoire à Sarreguemines. Le conservatoire municipal a ouvert ses portes pour la première fois le 1er octobre 1957. Depuis, l'école s'est développée, proposant à ses 600 élèves plusieurs disciplines. Il est devenu au fil du temps conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. La musique reste son cœur d'activité. Dès 5 ans, l'enfant peut débuter par l'éveil musical. À partir de 7 ans, commence le travail musical. Il choisit son instrument
Et c'est parti pour plusieurs années d'études, mais surtout de plaisir. Moi, j'aime bien le trombone, j'aime bien le piano, je choisis les deux. Ma maman, elle aime trop le piano, du coup, elle veut que je fasse du piano. Ça va, c'est pas si dur, mais encore beaucoup de travail. Au début, j'étais un peu perdue parce que je connaissais pas vraiment la musique. Et alors, j'ai commencé à voir tous les instruments chez chaque professeur. Et je trouve que j'ai beaucoup aimé la sonorité du saxo et je trouve la mélodie qui peut... Il faut que la tête elle soit bien droite, que la lèvre elle soit bien tendue, de bien faire glisser le bec sur la lèvre sans que la lèvre elle bouge et respirer sans lever les épaules et souffler sans gonfler les joues. Le choix est vaste parmi les instruments proposés, sans oublier la danse et le théâtre. 26 professeurs assurent les cours dans 21 disciplines différentes. Faut foncer quoi, parce que c'est super, ça libère et des fois ça peut montrer quelqu'un d'autre en nous. C'est vraiment... ça libère et c'est reposant. Et en même temps, nos proches, ils aiment ça quoi. Ça fait plaisir. Les élèves ont aussi la possibilité d'intégrer différents ensembles. Seuls ou en groupe, la récompense d'une année de travail, c'est la scène et les applaudissements lors du spectacle de fin d'année. Et je suis avec Olivier Gannet, vous êtes directeur du Conservatoire de Sarreguemines. Ça fait déjà maintenant quelques années que vous êtes directeur. 31 ans. 31 ans, exactement. Plus 5 ans dans une autre école auparavant, à Vendeuvre, près de Nancy. D'accord. Et alors, en 31 ans, comment a évolué le conservatoire ? Beaucoup évolué. Alors déjà, il a un petit peu augmenté du nombre d'élèves. Oui. Quand je suis arrivé, il devait y avoir à peu près 430, je dirais de tête, 450 élèves. Maintenant, on approche des 600. Et puis surtout, nous avons créé le département théâtre qui a 87 élèves aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution justement de ce nombre d'élèves. Il y a des classes qui ont un petit peu moins de popularité. D'autres, par contre, qui explosent en nombre. La danse tient bien la barre aussi, sachant que c'est les 3 grands axes du conservatoire, c'est danse, musique et théâtre. Alors, on tient vraiment à ces 3 aspects qui sont très complémentaires, les 3 arts, on va dire, de la scène. Et donc, le nombre d'élèves évolue, mais surtout aussi l'agencement dans les classes, certaines qui montent, certaines qui descendent, et voilà, d'une manière ou l'autre, on arrive à ces presque 580 élèves aujourd'hui. Et est-ce que vous avez remarqué en 31 ans une évolution aussi du goût, de l'appétence des élèves pour la musique, l'art dramatique, le chant, etc. Comment ça a évolué? Alors malheureusement, pas forcément dans le bon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu moins motivés. Alors certains le sont toujours. On a toujours un certain nombre d'élèves qui sont vraiment dans le haut du panier, si on peut dire, de la motivation. Mais d'une manière générale, on trouve que les jeunes, alors est-ce que c'est l'ordinateur, est-ce que c'est le téléphone portable, les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a un peu moins de motivation de la part des élèves. C'est-à-dire que quand dans le temps on leur proposait de faire un concert, des répétitions, des déplacements, c'était toujours oui, ça fonçait. Maintenant, on a un petit peu plus de mal pour les motiver. Mais cela dit, ils sont quand même intéressés, ils viennent quand même régulièrement, mais disons qu'il y a peut-être moins de jusqu'au boutisme, on va dire. Ça demande une adaptation. Voilà, alors voilà, c'est ça. On adapte, c'est-à-dire qu'on est peut-être un peu moins exigeant, peut-être les projets sont un peu plus sur la durée que des gros coups comme ça. Mais bon, ils progressent. Et puis on a quand même toujours ces quelques hyper motivés qui font vraiment tourner les grandes classes et qui donnent une bonne, une bonne esthétique au conservatoire de Sarreguemines. Finalement, c'est par le haut de nos élèves qu'on montre la qualité de l'enseignement et de la culture et de l'art, puisqu'il s'agit de culture pour la jeunesse de Sarreguemines. Alors vous, personnellement, vous êtes plutôt chanteur, acteur, musicien, c'est quoi votre discipline? Je dirais, soyons simples, multicarte. D'accord. J'ai commencé ma vie en tant que trompettiste voilà, sur Nancy, notamment à l'époque, selon le terme consacré, je cachetonnais à l'opéra de Nancy avec ma trompette. Et puis ensuite, je suis devenu directeur et puis je suis arrivé à Sarreguemines. Et les événements ont fait que j'ai toujours été chanteur. Depuis tout petit, j'ai chanté d'abord dans les chorales, ensuite j'ai été élève au conservatoire à Nancy notamment, et ailleurs aussi d'ailleurs. Et j'ai
a pris la suite d'une ancienne prof de chant d'ici. Quand elle est partie en retraite, j'ai ouvert la classe de chant en continuation. Et donc maintenant, je suis prof de chant, directeur et prof de chant. Et est-ce que vous accepteriez de nous faire une petite démo de chant? Alors, avec plaisir, d'autant plus que nous avons une répétition d'un grand spectacle que nous faisons en mois de mars et avril, La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, une opérette en scène. Donc, pour répondre à votre question encore, donc c'est musicien, chanteur et même théâtre, puisque pour l'opérette, on est sur scène, on fait un peu les clowns, on fait des costumes et des décors. Donc avec plaisir, vous pouvez assister à cette répétition. On y va? C'est parti. Olivier Gannet, est-ce qu'il y a un âge auquel on doit apprendre la musique, ou est-ce qu'on peut apprendre à n'importe quel âge? Bien sûr, on peut apprendre à n'importe quel âge. Maintenant, c'est sûr que les enfants sont plus malléables, ils ont le cerveau qui est ouvert à tout, qui est une éponge en fait, donc ils apprennent très très vite. Mais bien sûr, alors, dans les différences aussi, on parlait tout à l'heure des évolutions, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus d'adultes. Mais nous les encourageons parce que franchement c'est une activité intellectuelle, culturelle et c'est excellent, quoi. Alors justement, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les gens comme moi qui n'ont jamais osé apprendre la musique? Est-ce que voilà, vous avez un petit conseil pour les pousser? Il faut oser. Disons qu'il y a deux cas. Il y a ceux qui ont une idée bien précise et qui depuis des années rêvent de faire de la clarinette. Venez faire de la clarinette. Ceux qui veulent faire de la musique mais qui n'ont pas d'idée vraiment très préconçue, il faut qu'ils se renseignent, qu'ils aillent à des concerts, qu'ils viennent ici assister. Ils peuvent assister à un cours de flûte, ensuite un cours de violon, un cours d'orgue, et puis ensuite ils peuvent faire leur choix tout doucement. Mais franchement, on accueille tout le monde, on explique, on peut découvrir. On fait même une journée porte ouverte, donc chaque année le 8 mai pendant le jour férié, donc l'après-midi. Et là, toutes les salles sont ouvertes, les professeurs accueillent les gens, leur expliquent, leur montrent, chacun peut découvrir. Donc ce qui est important, c'est quand même l'accompagnement dans l'apprentissage, voilà. C'est primordial. Il faut prendre contact et puis nous on vous aide, on vous aiguille, voilà, on vous chapeaute. Eh ben, je note le conseil. Et puis la consécration ultime, c'est quand même, au-delà de l'apprentissage, c'est quand même la scène. Exactement. Et puis qu'on soit solo ou en groupe, vous allez voir que toutes les disciplines ici se retrouvent face à leur public. Regardez. Ensemble, on va plus loin. C'est un peu le slogan que pourraient adopter les différentes formations musicales créées au sein du conservatoire. Orchestre symphonique, big band, ensemble vocal, ensemble de cuivre, ensemble de clarinette. Ces ensembles permettent aux musiciens d'évoluer de manière différente qu'en solo, d'avoir accès à des partitions qui n'auraient aucun sens pour un instrument seul. La consécration pour un ensemble, c'est l'interprétation en public. L'ensemble vocal et instrumental, par exemple, a pour vocation depuis plus de 35 ans de défendre les œuvres maîtresses du répertoire choral avec orchestre dans des adaptations inédites. Chaque représentation est accueillie par un public conquis. La classe de chant, associée aux classes de théâtre et à l'ensemble chorégraphique, se produit aussi chaque année dans une opérette. L'occasion de faire découvrir un répertoire peu connu du grand public. Le spectacle de fin d'année du conservatoire donne l'occasion à chacun, élève comme professeur, de monter sur scène, seul ou à plusieurs. Des concerts ponctuels, des représentations théâtrales ou le gala de danse sont autant de spectacles qui rythment l'année des élèves et de leur public. Calme-toi! Tu vois bien qu'il débloque. Chez moi, c'en est trop. C'est sans doute l'un des points forts du conservatoire de Sarreguemines. Pas un mois ne passe sans spectacle.
Le plus mémorable reste cependant le concert anniversaire en 2017. Pas moins de 250 élèves et professeurs se sont succédés sur scène. Un moment d'anthologie puisque, de mémoire de directeur, jamais un concert d'une telle ampleur n'a été donné à Sarreguemines. François Meillac, là on vient de voir un reportage qui traite de tout ce qui concerne la scène pour les élèves. Tout ça, ce ne serait pas possible sans l'investissement des professeurs en fait. Ah bah non, puisque la scène en fait c'est la finalité. Si vous voulez, un enfant qui fait de la musique, il est toujours attiré par la pratique d'un instrument, mais il se rend vite compte qu'il y a une concrétisation et c'est la scène. Alors ça passe par les auditions, par les concerts qu'on peut faire à l'extérieur, mais bien évidemment la scène c'est la finalité, c'est le moment où il y a le stress, etc. Alors vous êtes professeur de quelle discipline ici? Alors au sein du conservatoire, moi j'enseigne la clarinette. D'accord. Principalement, et puis depuis une quinzaine d'années en plus, je m'occupe de l'harmonie junior, c'est-à-dire un petit groupe d'instrumentistes avant et percussion. Quand je dis petit, c'est pas par la taille mais c'est par l'âge, puisque ce sont des enfants qui ont entre 2 et 5 ans d'instruments. Et alors la clarinette, vous en faites depuis combien de temps? Moi personnellement, j'ai commencé un peu comme tout le monde, à l'âge de 7-8 ans, donc ça fait à peu près 35 ans. Et donc comme tout le monde, j'ai fait un cursus dans un conservatoire, et puis bon, une chose en amenant une autre, je suis allé dans cette voie, et puis j'ai la chance aujourd'hui d'en faire mon métier. Alors comment est-ce qu'on dirige un groupe, un ensemble? Alors oui, c'est une très bonne question, parce qu'en fait il faut faire le distinguo entre la pratique instrumentale, donc apprendre à un enfant de jouer de son instrument, et ensuite une première concrétisation, c'est de jouer de son instrument, mais dans le but de faire une pratique donc d'ensemble, comme par exemple l'harmonie junior. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que moi je suis spécialiste que de la clarinette, donc du coup j'ai des trompettistes, des bassonistes, des oboïstes, des percussionnistes, donc je suis pas forcément spécialiste. J'ai un minimum de bagage pour pouvoir leur dire quoi faire au niveau du respect d'une partition, puisque l'idée de la pratique d'ensemble, c'est que chacun joue une partition, pas forcément la même, en tout cas pas les mêmes notes, ensemble, et à l'arrivée on a un résultat d'orchestre. Et donc j'attire leur attention sur la concentration principalement. Et c'est pas toujours facile de canaliser les enfants pendant une heure complète, donc on essaie de faire un petit temps de relâche, de rigoler, etc. Toujours avec une base quand même didactique, mais l'idée donc c'est vraiment que chacun puisse apprendre à compter ses temps. Et bizarrement, ils se rendent compte que la notion la plus importante quand on fait de l'orchestre, c'est de maîtriser une pulsation, de regarder le chef et de bien jouer sa partition, notamment au niveau des rythmes. Et c'est pas forcément facile, donc c'est pour ça qu'ils jouent des morceaux très simples, beaucoup plus simples que ce qu'ils pourraient travailler avec leur professeur en cours, mais qu'à l'arrivée, donc on a un résultat d'ensemble et ça c'est génial. Et comment est-ce qu'on arrive à détecter peut-être une petite erreur dans un ensemble? Ah bah ça c'est le rôle du chef, bien évidemment. Donc le chef, il donne la cadence, il donne la vitesse, mais aussi il a la partition sur laquelle il a sa partition sur laquelle il y a toutes les partitions, et donc il doit savoir lire une partition avec plusieurs voix, 10, 15, 20 voix, et donc il sait à l'avance ce que ça va donner comme résultat. Et s'il entend quelque chose avec le timbre de l'instrument, le saxo là, attention, etc. C'est comme ça qu'on travaille les choses, quoi. Donc c'est quand même un énorme travail. Ah oui, tout à fait, c'est un vrai métier. Alors là, au conservatoire, il y a 600 inscrits. C'est ça, oui. Combien font partie d'un ensemble? Écoutez, les ensembles, c'est quelque chose qui pour moi et pour l'ensemble des professeurs est quelque chose de nécessaire, parce que en fait, si vous voulez, très rapidement, les enfants aujourd'hui, avec le tout de suite des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là, il faut les fidéliser. Pour les fidéliser, il faut qu'il y ait une vraie attractivité, une vraie motivation, et le fait de se retrouver ensemble, c'est vraiment super. Donc on développe plein de choses. Il y a l'harmonie junior, il y a l'ensemble de percussions, il y a l'ensemble de clarinette, il y a l'ensemble vocal, il y a l'ensemble à cordes junior, il y a l'orchestre du conservatoire. Enfin, disons qu'un élève au conservatoire peut faire de l'ensemble, il aura le choix entre diverses formations, il ne restera jamais sur le carreau. Il m'est même arrivé une année d'avoir une contrebassiste, donc un instrument à cordes, à l'harmonie junior, parce qu'elle voulait absolument faire de l'ensemble et qu'elle ne pouvait pas aller autre part. Donc c'est très important, et donc on fait tout pour que les enfants puissent participer à ce genre d'ensemble. D'accord. Alors tout à l'heure, Olivier Gannet m'a donné un petit conseil pour les gens comme moi qui aimeraient faire de la musique mais qui n'osent pas. Moi j'ai une question plus particulière pour vous. Comment est-ce que je pourrais choisir mon instrument? Alors, déjà, on a tous
plus ou moins une attirance pour un instrument, mais des fois, il se peut que finalement, on n'ait pas la morphologie ou le rapport à l'instrument soit un petit peu compliqué. Je vais prendre l'exemple de 4 instruments, les 4 seuls instruments qui sont ce que j'appelle moi intrusifs, à savoir la clarinette, le saxophone, le hautbois et le basson, qui sont des instruments dans lesquels on met quelque chose dans la bouche, une hanche ou un bec. Moi j'ai des élèves, notamment un il n'y a pas si longtemps, qui voulait absolument faire de la clarinette, qui a fait un galop d'essai, et au bout de 3-4 séances, c'est quelque chose que son corps refusait. Ça lui convenait pas. Et donc du coup, bon, on a parlé avec les parents, aujourd'hui il fait de la trompette, il est super heureux. Donc l'idée c'est déjà ce qu'on ressent soi-même, et puis ensuite, chaque année avec le conservatoire, on fait les portes ouvertes, donc les gens viennent et ils essayent. Et ça c'est génial. Ah ouais, il faut tester, il faut poser toutes les questions qu'on a, et puis ensuite on voit, il y a des gens qui savent même pas qu'un instrument existe, et puis finalement, waouh, c'est génial, je veux faire de ça. Il y a des instruments qui ne sont pas très connus, mais qui sont géniaux. Le cor, le basson, le trombone, sont le tuba. J'ai un petit à l'harmonie junior qui a 7 ans, qui fait du tuba, un gros instrument, alors, en petit, mais il s'éclate comme un fou, et alors qu'il ne le connaissait pas, il venait pour faire de la trompette. Et le prof était à côté, il a découvert ça, il en fait, et il s'éclate. Donc ouais, il faut venir aux portes ouvertes. En général, c'est le 8 mai qu'on fait ça. Et puis donc là, c'est ouvert toute la journée, il y a des animations, il y a des petits concerts, et puis les salles sont ouvertes, les portes sont ouvertes concrètement. Et donc, c'est le Capharnaüm, mais c'est génial, on s'éclate. Super, merci pour le conseil. Je vais retenir, je vais tester des instruments. Et puis alors, vous avez vu depuis le début de cette émission, on se balade un petit peu dans ce bâtiment. Vous avez pu voir qu'ici, le cadre est vraiment prestigieux. En fait, il s'agit de l'une des plus vieilles et des plus belles demeures de Sarreguemines. Voici son histoire. On raconte que la rue d'Or porte ce nom du fait de ses riches riverains. Le premier s'appelait Alexandre Dausen. Enrichi par le négoce du bois de Hollande, Alexandre Dausen manifeste sa réussite dans la pierre. Il construit l'une des demeures particulières les plus prestigieuses du XVIIIe siècle. Il fait renverser 2 maisons rue d'Or en 1728. Inspiré de l'architecture observée à Nancy ou à Deux-Ponts, il impose ses grandes fenêtres et porte une attention particulière au chaînage d'angles. Il fixe ainsi de nouveaux critères architecturaux qui n'avaient pas cours à Sarreguemines. Il confie ce travail minutieux à François Roth, tailleur de pierre de Grossbliederstroff. Un siècle plus tard, la demeure devient le lieu de résidence du baron Alexandre de Geiger, directeur des faïenceries. Les boiseries intérieures sont toujours là et rappellent le prestige de cette demeure de maître. Voilà, j'espère que cette immersion avec nous au Conservatoire de Sarreguemines vous a plu. Peut-être même que ça vous a donné envie de vous mettre au chant, à la musique, à la danse ou peut-être même au théâtre. Moi, c'est décidé, ce sera la musique et j'ai choisi le cornet à piston. Alors, je crois que c'est comme ça, c'est ça? Tout à fait. Comme ça. Avec le petit doigt ici. Oui. Et puis, je dois... Donc, il faut bien pincer là, un petit peu d'énergie, là. Bloquer les commissures. Ouais. Et poum. Bon, il y a encore un peu de boulot, hein, je vous le rends. Oui, je vois, je vois. Bon, écoutez, faut bien commencer. Vous allez mieux réussir que moi, hein, j'imagine.